Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission du quart d'heure mauriennais. Je suis en présence de Kenny, kinésithérapeute donc à Saint-Jean-de-Maurienne et passionnée par la photographie animalière de nos belles montagnes. Et puis Guillaume, donc Guillaume qui est réalisateur de films animaliers avec son dernier film Hors piste. Et aussi photographe. Voilà, donc je mixe les deux. Des fois, c'est un petit peu différent quand même sur le terrain. Donc, à la fois la partie photo, la partie film. Et donc, je vis de ça maintenant depuis 10 ans en tant que pro. Et je fais ça depuis tout gamin par passion dans la vallée, quoi. Super. Et vous du coup, Kenny? Moi, je suis kinésithérapeute à mon compte, donc j'ai l'avantage de pouvoir moduler l'emploi du temps à ma guise, ce qui me permet de passer beaucoup de temps en montagne et essayer de partager tous ces moments de vie intime qu'on a avec la faune sauvage. Et donc, pour rencontrer ces animaux, il faut sûrement aller très haut, comme vous avez pu le dire, Guillaume. Et comment vous faites du coup pour les capturer la bonne photo, etc. Est-ce que c'est un petit peu difficile? Quelles sont vos façons de procéder? Alors, ouais, on les attrape pas vivants, hein, du coup, Encore avec nos appareils. Généralement, on fait soit de l'affût, soit de l'approche. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à penser plus on va haut en montagne, plus c'est sauvage, plus il y a d'espèces, etc. Comme si on va dans le Grand Nord. En fait, c'est tout l'inverse. C'est plus on est en bas, plus il y a de la diversité dans la vie animale. Et plus on monte, plus elle se raréfie parce que les conditions, elles sont extrêmes. Donc, plus on va haut en altitude, plus il n'y a que quelques espèces spécialisées. Mais on a la chance chez nous d'avoir une influence méditerranéenne qui revient dans la vallée. Donc du fond de la vallée, on a presque des espèces qu'on retrouve dans le sud de la France. Et puis en quelques milliers de mètres de dénivelé en une journée, on passe à des espèces qu'on peut retrouver dans l'Arctique, comme le lagopède, etc., ou le lièvre variable. Et vous, Kenny, donc quand vous prenez les animaux du coup en photo, est-ce que vous utilisez un camouflage particulier? Alors on pourra rebondir aussi avec vous, Guillaume, qui certainement utilise le même matériel, mais je voulais du coup m'informer sur cela. Oui, oui, c'est très important. Il y a certains animaux qui sont naturellement méfiants, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Suivant l'animal, on va un peu s'adapter. On va utiliser une tente de camouflage, on va utiliser des vêtements de camouflage. L'idée, c'est d'essayer d'effacer toute morphologie humaine. D'accord. Donc surtout la peau beige, etc. Voilà, Ok, la ligne des yeux. d'accord. Et on va essayer d'éviter toute station érigée, toute station debout, Et pour qui est assez visible. sur une de vos photos, il me semble, Guillaume, je vous ai aperçu avec un camouflage kaki avec des feuilles. Du coup, utiliser le feuillage qui se trouve dans les environs aussi, c'est important. Oui, on peut se servir en fait de matériaux. Donc c'est vrai que important, voilà, casser la silhouette humaine parce qu'en fait, ça fait très longtemps que l'humain chasse les animaux. Donc pour eux, on est un danger et on est quasiment le seul qui marche sur deux pattes. Donc on est très vite repéré de loin. Donc déjà, casser la silhouette humaine. Et puis, moi, j'aime bien, oui, me servir un petit peu de ce qu'il y a autour. Donc, j'ai déjà fait des affûts dans la neige en construisant un igloo avec juste des ouvertures pour sortir l'appareil ou Ah, juste quelques branches ramassées, posées contre un tronc d'arbre. On se met derrière avec un petit filet et on repart, voilà, en laissant un peu dans le même état dans lequel on est arrivé. Donc ça, c'est intéressant de se servir ce qu'il y a autour. d'accord. Et est-ce que vous avez des périodes précises dans lesquelles vous avez l'habitude de se dire, alors voilà, ça c'est le moment pour moi d'aller capturer des petites photos, des petits moments de film. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année précises? On a un calendrier qui est assez élaboré entre la période des reproductions, la période où il faut affronter l'hiver, la période des naissances, des premiers envols. L'année est tout le temps rythmée. On a quelques parties, on va dire, sur les grosses chaleurs de l'été où c'est beaucoup plus calme. Les animaux se reposent, ils essaient d'affronter les chaleurs un peu excessives qu'on a ces dernières années. Sinon, sur le reste de l'année, on n'a pas beaucoup de temps libre. Et au Guillaume? Oui, il y a vraiment quelque chose à voir toute l'année et ça c'est intéressant. Après, il y a vraiment des temps forts. Donc c'est vrai que période de reproduction, voilà. C'est aussi des périodes qui sont sensibles pour les animaux, d'où l'intérêt d'être caché pour pas avoir un impact quand on va faire ces images. Mais du coup, c'est intéressant de suivre certaines espèces au fil des saisons, Alors à etc. quelle saison en fait précisément ils se reproduisent les animaux? C'est très variable. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que disait Guillaume, la photo ne doit pas se faire au détriment du rythme naturel de l'animal. C'est très important. C'est important de partager ces moments, mais on ne doit quand même pas
perturber tout leur cycle. Ils ont des périodes qui sont assez critiques. Nous, on voit la nature assez jolie, mais même pour eux, ça reste quand même assez hostile de tenir une année avec tous les changements de saison. Donc, on doit bien essayer de les déranger au minimum. Donc pour les oiseaux, quelle est la période la plus difficile, la plus intéressante? Pour les oiseaux, la période, on va appeler la période charnière, c'est une période qui est assez vaste. Quand vous prenez le gypaète, par exemple, qui va commencer sa nidification en plein hiver, pour que le petit voit le jour à une période où les couloirs d'avalanche vont commencer à se purger, les carcasses vont ressortir, ils vont pouvoir manger des os. C'est... On part du gypaète qui va nicher en plein hiver, on va aller sur le ticodrome qui va nicher jusqu'à quasiment le mois d'août. Euh, c'est très compliqué à dire. Il n'y a pas vraiment de période charnière. À chaque oiseau, il convient de se renseigner pour savoir à quel moment intervenir et à quel moment ne pas s'approcher. D'accord. Et comment votre passion, elle a commencé finalement? Comment elle s'est développée au fil des temps? Je vous laisse commencer. Je commence. Moi, j'ai commencé plus par de l'observation. Vraiment, j'ai commencé à découvrir certaines espèces, à m'y intéresser un tout petit peu plus, juste en me promenant avec mes parents, tout gamin. Et j'ai eu la chance justement d'être survolé par un gypaète barbu qui était dans les tout premiers gypaètes qui revenaient dans la vallée. C'est une espèce qui a disparu, qui a été réintroduite. Donc il y avait les gardes du parc de la Vanoise qui descendaient même plus bas dans la vallée pour le suivre. Et moi, je venais de voir un film sur l'Himalaya où c'est un oiseau assez emblématique là-bas. Euh, et du coup, le lendemain, j'ai vu cet oiseau qui nous survolait très proche. Et du coup, j'ai été interpellé. Et de remonter en montagne pour essayer de le voir, j'ai passé du temps avec les bouquetins. Et du coup, j'ai pu travailler après la prise de vue avec eux parce qu'ils s'approchent assez facilement. Et du coup, petit à petit, en fait, j'ai découvert toute la diversité qu'il y avait autour. C'est là que tout a Mm. commencé. Et vous, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé tout petit. Tout petit, je passais tout mon temps libre, soit dehors avec mes grands-parents à faire des balades dans la nature ou à regarder tous les reportages animaliers que je pouvais voir à la télévision. Et un jour, je me suis dit, c'était un soir de printemps, il y avait toute une humidité, des nuages, et un grand cerf, un magnifique cerf, à peu près 14 corps, qui arrive sur une crête, qui se détache avec tout un ciel rose. Et je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible de vivre un moment pareil et de ne pas pouvoir le prendre en photo et le partager? Et c'est là où je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais passer beaucoup de temps libre à essayer d'immortaliser ces moments de vie intime qu'on a avec les animaux. La photo animalière, c'est aussi beaucoup de recherche. On n'arrive pas les pieds dans le plat, comme ça, et on essaie de prendre une photo. Il y a des animaux qui sont très routiniers. Ils prennent les mêmes chemins, ils prennent les mêmes chemins à la même heure, et il s'agit un peu d'étudier ça. Une fois qu'on a étudié, qu'on a cerné quelles sont leurs habitudes, on peut les approcher sans qu'ils se doutent de rien. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils aux amateurs de réalisateurs de films ou bien de photographes animaliers pour vos débuts, Moi, comme je, vous avez ouais, commencé? moi, je vois beaucoup de monde qui arrive. Des fois, le matériel est très vite accessible maintenant, même si ça reste quand même un budget, hein, parce qu'on va Un certain nécessiter budget quand voilà, un même. zoom quand même un peu plus important que pour d'autres types de photos, dès qu'on veut prendre des animaux. Mais il y a beaucoup de monde qui arrive juste avec du matériel photo sans connaître la nature. Et moi, je pense que c'est limite plus important de commencer avec une bonne paire de jumelles, de passer du temps dehors. Et la photo, elle arrive toute seule Après. après. Et du coup, c'est là où on apprend à regarder. On fait beaucoup d'erreurs des fois quand on commence parce qu'on veut l'image. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans mes images, c'est vraiment d'avoir des comportements complètement naturels, que l'animal il soit pas dérangé, qu'il fasse sa vie. Et j'ai juste été témoin voilà, d'un petit instant privilégié. Donc voilà, d'abord connaître la nature plus que vouloir à tout prix ramener une image ou connaître les réglages photo. Ça, c'est de la technique, ça Faisons vient les choses après. dans l'ordre. D'abord être curieux. Alors du coup, on va parler des anecdotes. Est-ce que vous avez des anecdotes particulières dans vos métiers respectifs? Alors dans vos passions respectives plutôt? Oui, une petite anecdote, ce serait par exemple pour trouver une chouette de Tegmalm. C'est une petite chouette qui fait à peu près une vingtaine de centimètres de haut, euh, qu'il revient de chercher dans une forêt. Donc ça équivaut presque à chercher une aiguille dans une botte de foin, comme dirait l'expression. Euh,
un matin, je me baladais et je trouvais rien et à midi, j'entends une chouette qui se met à ululer. Je me dis: «Comment est-ce que c'est possible? On n'est pas dans la bonne période, on n'est pas au bon horaire». Heu, je commence à la chercher, je cherche, il se passe des heures et j'ai l'impression qu'elle est absolument partout autour de moi et là, je me pose sur un rocher et je me dis: «Bon, tu ne bouges plus. Là, tu laisses la nature venir à toi. J'attends et il se passe pas 5 minutes sans que je vois une sorte de petite fée qui descend de l'arbre comme ça, parce qu'il faut savoir que les chouettes ne font pas de bruit quand elles volent. Et elle descend sans aucun bruit, elle se jette sur une souris devant moi. On était bien à 1 mètre, je trouvais ça absolument improbable. Et je la vois embarquer la petite souris et se poser sur la branche comme ça. C'est dingue. Et deuxième élément le plus improbable, on n'était pas en période de reproduction. Et elle pose cette petite souris délicatement. Sur la photo, on pourrait presque croire qu'elle est encore animée. Et elle se met à appeler une femelle. Il se met à appeler une femelle pour lui offrir ce petit cadeau en gage de témoignage de toute sa sympathie, on va dire. Alors juste derrière vous, sur les écrans, on voit une petite chouette, Mhm. du coup une photo qui a été réalisée par Kenny. Alors vous pouvez nous en dire plus sur cette photo que vous avez capturée? Et ben, ce qui est assez fou avec les chouettes, c'est qu'elles peuvent nous regarder et ne jamais s'envoler. Elles sont confiantes en ce qu'on appelle leur mimétisme, leur camouflage. Donc je l'ai vue s'envoler, je l'ai vue se poser. Il m'a fallu quand même 10 minutes pour la retrouver en sachant où est-ce qu'elle était. Mince alors. Mhm. Et vous, Guillaume, est-ce que vous avez déjà eu une anecdote du coup sur les chouettes, Eh puisqu'on en ben, parle? ouais, sur les chouettes, oui, hein. De toute façon, dès qu'on passe du temps dehors, c'est vrai qu'on a plein d'anecdotes avec la faune sauvage, parce que des fois, on a des rencontres improbables. Il y a des animaux, des fois, qui nous tolèrent si on n'a pas eu le temps d'être cachés. Des fois, voilà, on arrive à être accepté, avoir un échange avec eux et un bon moment, même si c'est bien des fois de disparaître complètement. Donc pour les chouettes, oui, moi ça va être plutôt avec la hulotte. Donc là, c'est la chouette de Tegmalm qu'on croise des fois aussi avec la chevêchette. Donc c'est des tout petites chouettes de montagne qui sont assez rares. Et un peu plus bas en altitude, on a la hulotte, celle généralement qu'on entend de nuit dans les films. Donc on entend beaucoup son chant, c'est plus dur de la voir. Et moi, j'ai la chance d'avoir une loge pas très loin de mon chalet où ça fait plus de 10 ans que la loge est occupée. Je connais les parents de la hulotte qui sont actuellement. Ils n'avaient pas exactement le même plumage. Et maintenant, celle-ci, je l'ai vue toutes les saisons différentes. Je l'ai vue recouverte de neige dehors de sa cavité, dans le creux d'un arbre. Donc, plein d'histoires voilà, super intéressantes. Et elle m'a déjà suivi quand je me baladais en forêt une fois. Donc là c'était magique. Et ça me fait penser aussi à la résilience. On parle parfois de résilience de la nature. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce mot. C'est que des fois, la nature, juste si on en prend un petit peu soin ou juste si on la laisse tranquille, eh ben, elle revient. Parce qu'on lui fait vivre quand même beaucoup de choses à cette nature. Euh, et là, justement, autour du chalet, il y a un endroit, il y avait un vieil arbre mort. Puis, tout gamin, je dis à mon père, bah non, c'est bien de ne pas couper ces arbres, là, on peut les laisser. Et puis, cette année, j'ai eu une chouette qui est venue nicher dans cet arbre-là que je pouvais voir depuis la porte du chalet C'était le pour la destin. première fois. C'est juste prendre soin d'un lieu, le laisser un peu tranquille ou l'aider, hein. Du coup, là, il y a des noisetiers qui repoussent, des Aider sorbiers, à se des développer. oiseleurs, des arbres à baies, etc. Du coup, la nature revient. J'ai vu plein d'espèces d'oiseaux différentes revenir, certains mammifères. Voilà, donc c'est intéressant de voir ça sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Donc la nature revient, peut-être un nouveau film. Et puis en parlant de film, hors piste, votre dernier film, est-ce que vous avez finalement des expériences, surtout sur la façon dont se soignent les animaux? Alors, hors piste, c'est pas sur la façon dont se soignent les animaux, c'est plus pour dire qu'aujourd'hui, la montagne devient un petit peu un terrain de jeu. On a du monde de plus en plus partout, à toutes les saisons. Donc, on est en train de prôner le tourisme 4 saisons parce qu'on sait que le ski va diminuer. Donc, ça accompagne un petit peu pour le tourisme la diminution du ski. Mais du coup, on a des gens partout, dans tous les milieux, et on a des espèces qui peuvent être très sensibles à certaines saisons. Et moi, dans ce film, j'ai vraiment essayé d'aller à la rencontre de personnes qui nous apportent plein d'informations sur nous en tant que pratiquants de la montagne, si on fait de l'escalade, de la randonnée, du ski, du parapente, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu mieux dans nos pratiques pour avoir un peu moins d'impact? Pouvoir continuer à faire ces pratiques, pouvoir les faire longtemps, mais maintenir quand même ce cadre montagnard d'une bonne Le qualité protéger, tout autour de nous. simplement. Ouais, voilà.
Enfin, en tout cas, vivre avec, quoi. C'est ça. Donc, c'est plus ça le sujet du film. Et donc là, il y a le mot qui est impactant, le mot vie. Mhm. Pourquoi il figure sur cet extrait? Eh bien, parce que je me rends compte qu'on est tellement de plus en plus coupé de la nature qu'on ne se rend même pas compte que la montagne est vivante. On va faire du ski, on voit des cailloux tout blancs autour de nous. On se dit pas qu'il y a de l'hermine, du lagopède, du lièvre variable, qu'il y a un gypaète qui est en train de nicher en plein hiver dans les parois, etc. Du coup, le mot vie est important, c'est que on est vivant. Et si on n'est pas sensible à ces animaux autour de nous, euh, qui sont un peu des sentinelles en fait de ce qui se passe. S'il y a des espèces qui disparaissent, ça veut dire qu'il y a déjà tout un cortège autour qui a disparu. Ça veut dire que peut-être l'écosystème va pas très bien, donc peut-être c'est la forêt qui est en train de ramasser et c'est elle qui filtre l'eau potable qui arrive dans nos robinets. Et en fait, ça nous impacte nous. Du coup, c'est intéressant d'être attentif à ça, redécouvrir la nature vivante autour de nous, en prendre soin. Et c'est aussi prendre soin de notre qualité de vie, de notre futur, quoi. Notre environnement. Mm. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur la façon dont se développent les animaux, leur façon de se soigner aussi avec tout ce qui les entoure? La façon de se soigner, c'est une, c'est une question très très vaste. Euh, Quand ils se blessent, par exemple, concernant du coup l'état dans lequel on a laissé malheureusement notre environnement, peut-être la pollution, je pense notamment, comment ils se soignent lorsqu'ils se blessent, tout simplement en trébuchant ou je ne sais quoi. pour faire des réponses très concises, on va se dire qu'un oiseau qui est blessé, c'est un oiseau qui est mort. Par contre, pour les autres animaux, quand vous prenez un cerf, par exemple, il va avoir des capacités de régénération qui sont assez incroyables. Pour les autres animaux, s'ils ont la chance de ne pas connaître des événements météorologiques assez violents, assez contraignants, le temps fera qu'ils vont réussir à soigner, mais ils vont quand même conserver des boiteries. Après, pour les animaux qui ont, entre guillemets, la chance de nous croiser, il existe aussi des centres de secours de la faune sauvage qu'on n'a pas très très loin, sur Grenoble et Chambéry par exemple. Il y a des centres qui sont débordés, tellement il y a d'afflux Mais ils d'animaux sont là. sauvages, mais ils sont là pour essayer de les réadapter et de les relâcher dans leur milieu. Et donc, Mm. si toutefois nous trouvons un animal qui est blessé, comment on pourrait comment on pourrait les aider? Alors, la première consigne, c'est d'essayer de ne pas toucher l'animal, mais d'abord d'appeler le centre de soins qui va nous donner les directives. Parce que parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, il vaut mieux téléphoner à des professionnels qui, eux, vont essayer d'être le plus possible joignable et nous aider à mettre l'animal en sécurité. D'accord. C'est vrai que oui, j'aborde ça dans le film en disant bah c'est un des outils en dernier recours si on trouve un animal bah, que soit on a affaibli par des dérangements répétés, soit qu'on a blessé sans faire exprès, ou juste on tombe sur un animal comme ça. Voilà, contacter les centres de soins, en fait, ils vont nous dire directement. Parfois, il n'y a pas besoin de le récupérer. Par exemple, les faons au printemps, ils ne sont pas abandonnés. C'est un faon, ça n'a pas d'odeur. Du coup, son moyen de défense, c'est d'être caché dans la végétation, camouflé, même camouflé pour les prédateurs avec son odeur. Et du coup, l'adulte, une femelle chevreuil, une chevrette ou une biche, si elle voit arriver un randonneur, ou un renard, ou un loup ou autre, va aller plus loin le temps qu'on passe, ou même pour nous attirer plus loin. Mais bien souvent, les gens vont tomber sur le faon, vont croire qu'il est abandonné, ils mettent leur odeur dessus, ils le ramènent, et c'est un faon qui aurait eu beaucoup plus de chances de s'en sortir, bah, juste en restant dans la nature. Des fois, il reste 3 heures tout seul. La mer est jamais très loin et elle vient les allaiter de temps en temps. Donc c'est pour ça que c'est important d'appeler les centres, mais ils ont vraiment un rôle important parce que on pourrait se dire de laisser faire la nature. Après tout, il y a un animal qui meurt, il y a des animaux qui vont se nourrir sur la carcasse, etc. C'est un cycle qui continue. Mais dans ces centres de soins qui recueillent plusieurs milliers d'animaux chaque année, enfin sur des tout petits territoires, c'est très important. 90% des causes d'accueil, 90% sont liées aux activités humaines. Donc, vu que 9 animaux sur 10 qu'on va retrouver dans un état affaibli est sûrement lié à voilà, ce qu'on a fait nous ou aux déchets qu'on laisse traîner, etc. Il y en a qui peuvent ne pas arriver à manger parce qu'ils se sont entourés un fil autour du bec ou des choses comme ça. Du coup, on a peut-être un rôle de compensation à apporter, d'aider ces espèces en les amenant dans des centres spécialisés dont eux, le but, c'est vraiment de les relâcher dans la nature.
Donc eux, ils ne les soignent pas du tout pour les apprivoiser. Donc le nourrissage, la rééducation se fait en limitant le plus possible le contact avec les humains. S'ils vont nourrir un animal, ils sont entièrement cachés, ils ne montrent pas que c'est des humains. Enfin, il y a tous des procédés. Donc c'est intéressant d'appeler, comme tu l'as dit, ces professionnels et puis de voir avec eux. Enfin, c'est pro, c'est beaucoup même de bénévoles. Les centres tournent énormément avec des bénévoles. Eh bien, merci de vos précieux conseils. Et puis, je remercie du coup toute l'équipe de Morianisez-vous, ainsi que Guillaume et Kenny, pour leur présence dans l'émission du quart d'heure Morianais. Je remercie aussi du coup notre partenaire, le 3CMA. Et pour nous, nous se retrouvons très prochainement dans une émission du quart d'heure Morianais. Jingle.